Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle du sport et de l'entreprise. Et si le sport inspirait les RH, on va en parler dans quelques instants avec Paul Barat. Il est directeur marketing de Javelot. Les entreprises s'engagent, on va parler des parcours d'emploi innovants et la manière dont on peut accompagner ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. On en parlera avec Isabelle April, directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. Et puis dans le cercle RH, la formation, c'est un sujet central. On en a parlé au moment du vote de la loi sur la réforme de l'assurance chômage, la formation et ses abus. On va parler du CPF. Évidemment, on reviendra sur cette loi qui a été votée il y a une quinzaine de jours. L'un des rapporteurs sera sur notre plateau avec des experts de ce sujet. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, prévenir les démissions précoces. Bah oui, ça c'est un vrai sujet qui impacte les entreprises. Julien Breuil sera avec nous, directeur relations entreprises au groupe EDC Business School. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et on va s'intéresser aujourd'hui, c'est pas qu'une métaphore, vous allez voir, ça va devenir extrêmement concret, des liens entre le sport et l'entreprise, le sport et les RH, comment on engage une équipe, dans le sport évidemment c'est un sujet fondamental, il faut gagner le match, et comment on engage des collaborateurs. On en parle avec Paul Barat. Bonjour Paul. Bonjour Arnaud. Vous êtes directeur marketing chez Javelot. Alors quelques mots sur Javelot parce que ça sème le trouble. Javelot évidemment c'est ce qu'on jette dans les épreuves d'athlétisme, mais c'est pas ça du tout. Non, effectivement, Javelot, on est une plateforme SaaS de ce qu'on appelle le management de la performance. Notre vocation chez Javelot, c'est tout simplement de simplifier la gestion des entretiens annuels, par exemple, et permettre au RH de gagner du temps dans ces tâches plutôt administratives pour se focaliser sur l'essentiel, engager les collaborateurs. Pourquoi Javelot d'ailleurs ? Alors pour le coup, Javelot, c'était simplement une volonté d'avoir quelque chose qui se prononce bien dans toutes les langues. On a pour ambition de s'étendre partout en Europe et devenir leader sur cet aspect-là. Alors le 18, c'était il y a quelques jours, mardi dernier, vous avez lancé un événement, alors sous forme de débat réflexif avec des experts, l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, quelques autres personnalités, justement pour qu'ils viennent éclairer le public sur ce qu'est une équipe, comment on l'engage. C'était ça la philosophie de l'événement. Exactement. Je pense que nous, notre idée derrière ça, c'était de dire que dans le sport ou en entreprise, une équipe reste une équipe. Et on voulait chercher à trouver des inspirations dans le sport de haut niveau notamment, parce qu'on sait qu'il y a l'exigence du sportif, il y a des staffs qui sont là pour pousser les sportifs à performer. Et nous, c'était une thématique, la performance, qui nous intéressait, parce que comme je vous le disais en introduction, on est un outil de management de la performance et on a vraiment cette ambition-là chez Javelot. Fabien Pelou et Fanny Nussbaum dans un autre sport. L'idée, c'est quand même de dire, après tout, pour gagner un match, et encore une fois, je démarre dans le sport, et donc pour gagner des marchés, pour être fort, créer de la valeur, il faut être soudé. Comment on crée cette performance collective et surtout durable ? Parce qu'on voit des collaborateurs qui ne restent pas longtemps. Oui, c'est vrai. Déjà, il y a le témoignage de Fabien Pelou était très enrichissant et voilà. Bon, après, c'était lié au sport et ce qu'on peut répliquer potentiellement dans l'entreprise. Je pense qu'un point intéressant aussi qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite et les candidats, dès leur arrivée ou même avant leur arrivée, il faut les engager très fortement dans cette performance collective. On voyait notamment qu'il y a 2/3 des candidats qui continuent à regarder des offres d'emploi alors même qu'ils ont accepté une offre. Donc ça montre l'enjeu côté entreprise. Ils ont envie de changer d'équipe, à peine arrivés dans l'équipe, ils sont déjà en train de regarder. Donc c'est important d'avoir ce socle dès l'arrivée des collaborateurs, ce qu'on appelle le pré-boarding, puis après une expérience d'onboarding qualitative. Et ensuite, nous, chez Javelot, on a vraiment cette volonté aussi de se dire qu'on peut suivre le collaborateur tout au long de l'année pour le permettre d'être performant et d'être performant collectivement. Alors, il y a un sujet que vous évoquez d'ailleurs dans une des tables rondes, c'est évidemment, il faut être engagé, il faut croire à son équipe, il faut être soudé, il faut bien s'entendre, c'est-à-dire qu'il faut travailler la main dans la main, tout ça est une évidence. Et puis, il y a un sujet quand même de travail, il faut revenir à la base. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui enquille des heures d'entraînement, de musculation, de préparation physique, mentale. C'est moins vrai pour l'entreprise. Vous pouvez être... On est moins exigeant mais qu'un salarié. Ouais. C'est Fabien Pelou justement qui disait que pour être expert dans son job, il faut passer 10 000 heures à faire des passes de rugby. Il l'a montré, il y a un parallèle évident. Ils ont l'école du rugby, comme nous on a l'école élémentaire.
ils ont le centre de formation où ils deviennent professionnels et se spécialisent. Dans l'entreprise, c'est pareil. On a choisi de se spécialiser à un moment. Moi, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai pas. Ensuite, j'ai choisi une voie et je me suis spécialisé. Vous dites c'est la formation qui fait que quand on intègre quelqu'un, on lui dit tu arrives à un niveau, à un instant T, mais on va t'accompagner aussi pour que tu sois encore meilleur. C'est ça l'idée. Exactement. Il y a une volonté vraiment de pouvoir accompagner les collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle. Et je pense qu'un élément qui était aussi intéressant mardi dernier, c'est ce que disait le docteur Fanny Nussbaum sur l'importance pour être performant, pour débloquer l'état de performance, de faire appel à ses forces. Un dernier mot, Paul Barat, sur la notion de confiance, parce qu'on voit qu'il y a du travail, beaucoup de travail et de sueur. Voilà. Ensuite, il y a l'idée de s'engager dans une équipe dans laquelle on se sent bien, et il y a la confiance. Et ça, pour qu'un collaborateur exprime tout son potentiel, il faut qu'il ait confiance. Oui, effectivement, je pense que là encore, on a envie chez Javelot par exemple, de redonner un petit peu confiance aux collaborateurs dans les rituels RH. Je pense qu'il y a des chiffres qu'on a vus récemment. On a fait une enquête avec OpinionWay sur l'entretien annuel, notamment, qui est un moment qui cristallise beaucoup d'attentes. Et on voit qu'il y a... Et de peur. Et de peur, effectivement. On voyait qu'il y avait 40% des collaborateurs qu'on a interrogés qui redoutent l'entretien annuel, parce que probablement il y a aussi un peu de défiance, il y a un manque d'objectivité parfois de l'entretien annuel. Donc c'est vrai que redonner un cadre et s'assurer que tout est bien fait et tout est objectif, ça va permettre aussi d'avoir confiance et de progresser par la suite. Merci Paul Barat d'être venu nous rendre visite. L'événement a eu lieu le 18, mais il y a effectivement un petit peu les résultats et ce qui s'est dit à l'occasion de ces tables rondes qui sont passionnants. Allez découvrir notamment ce qu'a dit Fabien Pelouse sur l'entraînement, le travail et l'idée d'être bien dans son équipe. Merci, vous êtes directeur marketing de l'entreprise Javelot, plateforme SaaS. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. On tourne une page, on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution, à la découverte d'une entreprise très engagée, vous allez le voir. Les entreprises s'engagent, notre partenaire Un Jeune, une solution pour donner la parole à ces entreprises, petites ou très grandes, qui s'engagent pour l'emploi, pour créer des emplois chez les jeunes, mais pas seulement. Et justement, on en parle avec Isabelle April. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. Alors, vous avez 30 ans au sein de Sodexo. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien 30 ans. C'est ça. Et c'est un combat que vous... vertigineux, mais c'est ça. 30 ans chez Sodexo, donc vous êtes un des piliers de cette immense entreprise de restauration collective, pour le signaler et pour être précis. Et vous êtes en plus, à côté de cela, à la tête de Passerelle. Et c'est de ça dont vous êtes venu nous parler, au-delà de vos engagements au sein du groupe. D'abord, qu'est-ce que Passerelle? Comment est née cette idée? C'est de se dire, on va tendre la main à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi? Est-ce que c'est ça la philosophie? C'est aussi ça, mais c'est la volonté de Sodexo, finalement, dans la lignée de cette mission que notre fondateur nous a établie il y a plus de 50 ans. Il y a plus de 50 ans, Pierre Bellon disait, et ce n'était pas du tout d'actualité ni à la mode, que notre mission, c'était de contribuer au développement économique, social et environnemental des territoires dans lesquels on opère. C'est vrai. Personne n'en parlait de la RSE à l'époque. Tout à fait. Et vous avez mis en mots et en actes à travers Passerelle. C'est un écosystème. On va voir la photo d'ailleurs, parce que le bâtiment existe physiquement. Si vous allez à Clichy-sous-Bois, vous verrez ce bâti moderne, très sympa. C'est quoi? C'est un écosystème où on crée de l'emploi et on éduque aussi à la manière dont on se nourrit. On est sur des cycles courts. C'est ça l'esprit de Passerelle? C'est tout à fait ça. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment... ça part d'une conviction qui est que quand on est ancré dans les territoires, quand on est capable de créer des alliances entre les acteurs publics et privés, tous ces acteurs qui sont focalisés sur une étape de l'emploi, c'est-à-dire que ce soit l'insertion, la formation, quand on crée ces alliances-là, on arrive à avoir un impact et des sorties positives pour les habitants de ces territoires qui sont... On a choisi particulièrement les quartiers prioritaires de la politique de la ville parce que c'est là que les besoins se font sentir, c'est là que les entreprises ne sont pas présentes. Et donc la Passerelle, qui est aussi le nom du bâtiment qui a vu le jour... Nom évocateur. La Passerelle héberge toutes les activités nécessaires dans ce territoire pour améliorer l'employabilité des habitants. Donc...
on peut peut-être le décrire en quelques... Allez-y, on va voir le bâtiment si on arrive à le mettre ici, qu'on découvre le bâti. C'est de la cuisine, c'est apprendre à se nourrir, c'est quoi l'esprit? Alors, quand on pousse la porte de la passerelle. Quand on pousse la porte de la Alors là, on voit le bâtiment, là, qui est quand même un très beau bâtiment. Tout à fait. C'est un choix délibéré de notre part de travailler sur un geste architectural et faire du beau aussi. Faire du beau. Mais bien sûr. Dans ces quartiers prioritaires. Et finalement, être présent et ancré dans ce territoire pour travailler sur l'employabilité. Donc concrètement, la passerelle, c'est un bâtiment dans lequel on va trouver d'abord la mission locale, qui est en charge de Un jeune, une solution, et avec laquelle on travaille au quotidien. On va trouver une crèche, parce que c'est la garde des enfants est un sujet... 20 places, 21 places 21 places. 21 places, 21 places. Il y avait un vrai besoin sur le territoire, et c'est un frein à la formation et à l'emploi pour notamment les mères célibataires dans ces quartiers prioritaires. Et puis, effectivement, on trouve ce qu'on appelle une légumerie, c'est-à-dire un outil qui va transformer de la production agricole locale. Et cet outil-là est le moteur économique du modèle. L'idée pour nous, c'est pas d'être dans la philanthropie, c'est vraiment de créer un nouveau modèle économique pérenne. Comme une entreprise. Comme une entreprise. Qui va donc vendre ses produits avec des salariés ceux qui vont conditionner et qui vont travailler ces légumes, étaient eux-mêmes très éloignés de l'emploi. Tout à fait. Et ils habitent dans le territoire. Et donc on a une vingtaine d'emplois directs qui sont créés dans la passerelle, mais on a aussi de grandes ambitions sur les parcours d'emploi, tout ce qui va permettre aux habitants d'arriver vers un emploi. Ce sont des formations, parce que c'est intéressant de savoir, une fois que ces jeunes sont passés par la mission locale ou que ces mamans ont pu expliquer leur cas en mission locale, déposer leur enfant, on leur dit vous avez aussi possibilité de travailler à la passerelle. La passerelle, comme son nom l'indique, c'est un passage. Et ensuite, ils vont vers où? C'est quoi la suite? Alors en fait, nous, notre ambition, c'est de créer des parcours d'emploi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, depuis ceux qui identifient les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc on travaille très étroitement avec Pôle emploi, avec la mission locale. Et dans le cadre de ces alliances, en fait, on crée des filières d'emploi. Alors, je vais vous donner un exemple très précis. La première filière qu'on a créée, c'était pour le recrutement de vendeurs dans les boutiques Le Nôtre. Le Nôtre fait partie du groupe Sodexo. Absolument. Et rencontrait des difficultés énormes de recrutement. Et donc, l'idée pour nous, ça a été de se dire, mais on a des problèmes de recrutement dans nos magasins à Paris. On a, d'un autre côté, dans ces quartiers prioritaires... Des jeunes qui ne trouvent pas. Des jeunes qui ne trouvent pas. Clairement. Donc, notre ambition, à la passerelle emploi, c'est de créer ce lien. Et pour créer ce lien, il faut identifier et donner envie à des jeunes d'exercer ces métiers, les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient finalement en capacité, pas forcément technique, mais en termes de connaissance de l'entreprise, de savoir-être, pour pouvoir rentrer dans un métier dans lequel ils vont être formés. Oui, j'allais le dire. En l'occurrence, on a recruté une dizaine de personnes qui sont aujourd'hui dans les boutiques Le Nôtre. Donc, issu de ce parcours de formation venant de la passerelle, le savoir-être pour Le Nôtre en particulier est essentiel sur la manière dont on accompagne un client. Il ne s'agit pas exclusivement de servir, mais aussi d'y mettre la forme, le vocabulaire et le ton nécessaire pour accueillir vos clients. C'est différent d'une cantine classique où là, on a très peu de contact avec le client. Pareil pour les mamans, familles monoparentales, on voit quand même que vous avez préfiguré, sans le savoir peut-être, la création de France Travail, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours sur le plateau. C'est unir tous les acteurs autour du même sujet. Tout à fait. C'est une illustration extrêmement concrète et qui montre qu'on peut faire autrement et de façon très pragmatique et positive. Et vous prouvez aussi qu'on intègre, qu'on permet à des jeunes ou moins jeunes des quartiers de trouver leur place dans notre société, qui est un vrai sujet et qui peut peut-être d'ailleurs régler le problème du recrutement en général. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet. C'est notre ambition. Poussez donc la porte de la passerelle. Il reste encore des places. Vous recrutez encore à la passerelle, là? Oui, on va bientôt recruter. Oui. Donc allez donc, on va sur le site de la Sodexo, on va sur la passerelle, comment on fait? On va sur le site de Sodexo. Oui. Sodexo, cherchez la passerelle, à mon avis, c'est très facile à trouver. Ou envoyez peut-être un message LinkedIn, vous allez être assailli, à Isabelle April, directrice de l'innovation sociétale et des nouveaux modèles économiques. 30 ans de vie chez Sodexo, engagée justement sur ces questions. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on s'intéresse, tiens, à la formation. Et ça va vous
vous intéresser avec le CPF. Évidemment, ce compte personnel de formation, c'est une somme d'argent que vous avez, beaucoup d'abus. Et une loi qui a été votée il y a une quinzaine de jours, justement pour limiter à la fois les abus, les appels téléphoniques intempestifs, ce qui pose la question évidemment de la manière dont on organise nos circuits de formation ici en France. On en parle avec mes invités juste après la pause. Le cercle RH et la formation, alors c'est souvent un sujet complexe, technique, on n'y comprend pas grand-chose. Les choses se sont améliorées évidemment depuis le CPF, parce que vous, salariés, vous avez un compte personnel de formation avec une somme d'argent qui vous est allouée, avec laquelle vous pouvez évidemment faire des formations. Ça a suscité des abus, des appels téléphoniques intempestifs. On parlera des deux, parce qu'il y a eu des abus où on a volé l'argent du CPF, et puis il y a eu des vraies entreprises qui ont harcelé des salariés pour évidemment qu'ils fassent des formations. On fait le point avec mes invités, puis on va parler d'une manière plus globale de l'intérêt de former les salariés, plus que jamais, pour qu'ils soient compétents, évidemment, pour suivre l'évolution du monde du travail. Sylvain Maillard est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, parce que votre emploi du temps est chargé. Député, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, et puis, on s'en souvient, un des spécialistes de la formation à l'Assemblée, et co-rapporteur de ce texte il y a 15 jours, voté à l'unanimité. C'est rare, donc ça mérite d'en parler. Je voulais le préciser, et vous étiez avec le député Fuchs du Modem, et vous portiez ce texte pour limiter, on va y revenir, les abus autour du CPF. Claire Pascal, merci d'être là, directrice générale Comundi, vice-présidente des acteurs de la compétence, qui est, alors c'est pas un mot impropre, mais qui est un peu le lobby, qui vous défendez évidemment les intérêts des entreprises de formation, et vous avez fait une grande partie de votre carrière, si ce n'est votre carrière entière dans la formation, vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle, qui est devenue les acteurs de la formation. Merci à vous. Et Nathaniel Wright est avec nous. Merci de revenir sur le plateau. Président fondateur du Wall Street English, qui est une marque très très connue. Président de la Commission des langues, au sein justement des acteurs de la compétence. D'abord, quelques mots, Sylvain Maillard, sur ce fameux CPF. On va revenir sur sa philosophie, mais originellement, c'était de permettre aux salariés de pouvoir disposer d'un petit pactole et de choisir une formation qui lui convenait, même, et ça c'est important d'y revenir, même si elle ne correspondait pas forcément, un tourneur-fraiseur pouvait prendre des cours de langue. Et oui, c'est ça qu'on a changé dans la loi de 2018, liberté de choisir son avenir professionnel. Je le rappelle toujours parce que je trouve que c'est un beau nom. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est que la formation professionnelle était particulièrement destinée aux cadres des grandes entreprises, ceux qui prenaient le maximum de budget, qui étaient parfaitement formés. Par contre, quand vous étiez cadre intermédiaire ou bien non cadre dans une petite TPE, PME, aucune chance d'avoir une formation ou très peu. Et nous, ce que l'on voulait, ce que l'on a fait, ce qu'on a mis à disposition de chacun des salariés, c'est d'avoir accès à sa formation. Vous l'avez dit, compte personnel de formation, il a jusqu'à 5 000 €, 8 000 € si vous n'aviez pas de formation initiale. Et ça, vous pouvez le dépenser en fonction de ce que vous voulez faire pour vous former tout au long de la vie. Vous êtes chef d'entreprise et il y a plusieurs portes qui ont contribué à la création du CPF, mais vous y avez contribué parce que vous avez été confronté en tant que chef d'entreprise à une collaboratrice qui vous a dit, alors qu'elle vendait du matériel électronique, je voudrais être barmaid. Exactement. C'est un choc pour un chef d'entreprise. C'est un choc, et donc elle vient me voir et me dit est-ce que je pourrais avoir une formation? Tu peux m'organiser une formation pour devenir barwoman? Évidemment, moi je n'en ai rien à faire en tant que chef d'entreprise. J'ai pas envie de passer du temps et de mobiliser mon équipe, et surtout de perdre à terme au fond ma collaboratrice. Elle vous dit je vais partir quoi? En tout cas, elle a un projet professionnel. Et donc, moi, je n'ai pas de réponse à donner à ce projet professionnel. Et elle l'a fait, et elle en est très heureuse. Et au fond, quand nous, on récupère du monde, quand on prend d'autres collaborateurs, peut-être qu'ils ont été barwoman dans un temps. Et puis ils reviennent. Et donc, il faut, c'est pour ça que mettre à disposition chacun d'entre nous va changer plusieurs fois de métier. Il faut adapter et faire en sorte que vous ayez la liberté de choisir votre avenir professionnel. Comundi et Wall Street English, est-ce que vous vous êtes dit, vous, en voyant ce texte voté à l'unanimité, parce qu'il y a eu des abus, il y a eu vraiment des aigrefins qui ont volé l'argent, ça c'est vraiment du pénal. Mais il y a aussi des entreprises, et j'imagine que vous en faites partie, qui avaient des équipes dédiées pour faire du phoning et pour aller chercher au téléphone. Vous l'avez fait ou pas? Alors, nous, Wall Street English, on est un des gros acteurs du CPF en France. On ne le fait pas. On demande aux personnes de nous laisser leurs coordonnées sur le site internet, et c'est uniquement si on a leurs coordonnées qu'on les appelle.
Alors, Comment ça se passe chez Comundi, Comundi. on ne l'a jamais fait. Bon, on a des bons élèves Et sur le en plateau. fait, alors on veut quand même dire, c'est vrai que cette loi, elle va clarifier, elle va permettre aussi d'écarter un certain nombre d'arnaques qui aujourd'hui sont préjudiciables pour chacun des actifs, mais aussi pour les acteurs de la formation que nous sommes, puisque on fait notre travail de manière, j'allais dire, le plus propre possible. On travaille avec des certificateurs, on a nos propres certifications, on accompagne nos clients, et donc il est important effectivement qu'on ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble de la profession parce qu'il y a des arnaques et parce qu'il y a des abus, parce qu'il y a des démarchages intempestifs. On les dénonce et on souhaite aussi que on ne jette pas l'ensemble du système parce qu'il y a ces abus qui existent. Pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui se penchent sur le dossier de la formation, je crois qu'il n'y a rien de plus complexe que l'usine à gaz de la formation. Alors, gérer financièrement, vous m'arrêtez Sylvain Maillard, parce que vous êtes un spécialiste. La Caisse des dépôts, ça c'est l'argent. France Compétences, qui est l'institution qui pilote les formations. Et là, on arrive à des choses un peu complexes, parce qu'elle a un léger déficit, France Compétences. L'État va peut-être devoir remettre, comme on dit, au pot. Est-ce qu'elle va devoir faire des choix ? Est-ce que le CPF, et je le dis très clairement, est-ce qu'il est remis en question, ce CPF ? Non, le compte personnel de formation, c'est un acquis et je crois qu'il a été, on a plus de 2 millions et demi de Français qui l'ont mobilisé déjà. On va continuer dans les années qui viennent. Nous, là-dessus, on est très clair. La seule chose, c'est qu'évidemment, on parle de beaucoup d'argent et que cet argent, il doit être bien utilisé. Des milliards, hein, On parle de milliards. Ça, plus l'apprentissage, c'est aussi une volonté très profonde. On a besoin d'apporter plus de formation initiale et tout au long de la vie à l'ensemble de nos concitoyens. Donc on va continuer, mais on va regarder un peu plus dans le détail. Tout à l'heure, on parlait des abus, de ce qu'on apportait, nous, les abus et les fraudes. Qu'on soit très clair, ce sont les mêmes équipes qui faisaient MaPrimeRénov', qui faisaient les panneaux photovoltaïques, qui organisaient un système abusif. On a mis une amende extrêmement forte et qui va être dissuadée. Ils bénéficiaient du CPF. Mais en fait, ils vendaient des leads, donc il y a plusieurs arnaques possibles, mais de faire des formations au fond qui ne coûtent rien, en distanciel, et puis ou bien avec un échange, je vous donne un iPad si vous inscrivez, enfin, et ils récupèrent l'argent. Donc c'est ça qu'on veut lutter. Et puis au fond, chacun d'entre nous a reçu des coups de téléphone, des emails, des SMS. Beaucoup. Et donc ça, on va l'arrêter. Mais sur le fond, et je veux vous rassurer tout le monde, la formation, pour nous, est indispensable. Vous faites des formations en anglais, bâtiment. On sait très bien que la grande partie de ce qui est demandé par nos concitoyens, les salariés, c'est de l'anglais et Excel. Excel, du tableur. Enfin, on sait bien que ça, c'est le gros. Et donc ça, il va falloir continuer à se former tout au long de la vie. Mais au-delà de ça, parce que les outils changent. Et puis la langue, on peut bien la maîtriser à 20 ans, ça peut être plus difficile à 40 ans. Il faut que chacun ait à disposition. Et surtout, Arnaud Ardouin, ce qui est important, c'est que chacun soit maître de ce qu'il a envie, de ce qu'il a envie de porter dans les années qui viennent. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a changé et qu'on veut imprimer profondément dans la société. Je rappelle, j'évoquais les acteurs, hein, c'est cette chaîne un peu technique, mais il fallait le rappeler. La Cour des comptes a remis un rapport assez détaillé sur la manière dont on forme et épingle, en quelque sorte, et là revient presque à la philosophie en disant peut-être que sur les niveaux de langue, les cours de langue, sur d'autres propositions de formation qui ne sont plus du tout en adéquation avec ce que cherche le collaborateur, est-ce qu'il ne faut pas remettre un peu d'ordre ? Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet ? Parce qu'il y a un enjeu, on nous parle de numérique, on parle de salariés qui ne sont pas assez formés, qui ne sont pas assez... Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il ne faut pas mettre la priorité sur 3 axes forts ? Alors le texte de la Cour des comptes est très peu clair sur les langues. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Non, mais ce qu'ils disent, qu'ils ne voient pas l'intérêt de financer des tests d'anglais. Tout à fait. Oui, parce qu'un test, ça ne fait pas progresser. C'est la formation qui fait progresser. Et donc, ils sont un peu emmêlés les panneaux à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a fondamentalement, au niveau du CPF, on a des formations qui peuvent être un peu un socle, un bagage. On doit avoir ce bagage pour être employé. Une base. Hein, de l'informatique, de l'anglais, éventuellement ou pas le permis de conduire, ça c'est un grand débat. Mais bon, si vous voulez aller à votre travail... Cité par la Cour des comptes. Et que vous n'avez pas votre permis de conduire... ça pose un problème. Maintenant, est-ce que c'est aux entreprises de le financer ? Ça, c'est le débat, mais on a besoin d'un permis de conduire pour se rendre à son travail. Donc, avant, on le passait pendant le service militaire, vous vous rappelez, il y a très longtemps. Donc, on a un socle. Pour ceux qui ont fait le service. Pour ceux qui ont fait le service. On a un socle, et puis après, on a des formations plus techniques qui appartiennent à l'entreprise. Mais avant la loi de 2014, ces formations plus techniques étaient financées par les entreprises avec le 1,5% formation. C'est vrai. On est à 1% de formation, donc on a enlevé 0,5%. Les entreprises devaient continuer
elles ont arrêté. Bien sûr. Juste précise, pour rejoindre l'exemple de Sylvain Maillard, et je vais vous poser ma question, mais l'employeur peut refuser, on est d'accord, hein, un salarié qui vient vous voir et qui vous dit, moi j'ai un CPF, j'ai 5000, je suis au taquet, je veux l'utiliser pour faire... et c'est reconnu par France Il ne peut Compétences. pas refuser. Il peut pas. Il peut pas Là, refuser. impossibilité. Ah non, la seule chose mais qui c'est important de l'entendre. C'est libre. Chacun. Là où l'entreprise peut refuser, c'est si le salarié lui dit je souhaite utiliser mon CPF sur mon temps de travail. On est À d'accord. ce moment-là, l'entreprise peut le refuser. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Je le prends sur mon temps libre, mais je peux le faire. Alors, je veux juste rebondir par rapport à ce que vous avez cité et les chiffres que vous avez donnés. Il faut se dire quand même que ce déficit de France Compétences, il est effectivement majeur et qu'il faut s'interroger sur la pérennité globale du financement de la formation. On sait qu'aujourd'hui, les financements de France Compétences viennent de cotisations qui sont aujourd'hui prélevées par l'URSSAF depuis 2021 et on sait aujourd'hui qu'elles s'assoient sur le salariat, sur les cotisations des entreprises. On sait aussi que ces cotisations, elles vont structurellement baisser. On a une pyramide des âges qui fait qu'on aura moins de salariés. On a aussi un désamour aussi. On a un changement dans la sociologie du travail. Il y a de moins en moins de gens qui veulent être salariés. Et donc, vrai. du coup, on est sur un système qui est déjà déficitaire et qui est financé sur des cotisations qui vont structurellement se rétrécir. Parce que moins de salariés, plus d'indépendants. Donc on est dans un contexte qui... Alors moi j'ai tendance à dire que nous on est extrêmement bien sûr favorable à ce droit individuel qui est une forme de liberté et je pense qu'effectivement c'est une liberté, mais il ne faut pas opposer entreprises et salariés. Le financement du CPF doit pouvoir être pérennisé et les abondements des entreprises peuvent être un moyen de pérenniser le financement. Vous êtes sur la même ligne. Voilà. Peut-être augmenter, peut-être quoi, le niveau de cotisation des entreprises pour la formation. On n'est pas sur le niveau de cotisation. C'est une Ouais. entreprise peut avoir. Nous, on a des exemples très clairs de métiers en tension, voire en disparition dans des entreprises. Oui, bien sûr. Chacun a son emploi éventuellement menacé. L'entreprise peut dire on vous forme à changer d'emploi, vous restez dans l'entreprise, vous mettez votre CPF parce que c'est votre employabilité qui est mobilisée. On abonde avec son CPF. Pas le faire. Mais du coup, il y a une coopération qui se met en place Bien sûr. entre l'entreprise et le salarié. Et quand on voit les chiffres de la reconversion professionnelle, on sait qu'on n'est pas en grande démission en Ça, c'est une France, piste intéressante. mais on est en grande agitation. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais Quiet eu autant quitting. de départ, d'arrivée. L'APEC souligne qu'on n'a jamais eu autant de gens, de cadres qui rentrent et qui sortent sortent depuis vite. 2 ans. Donc on a une problématique de fidélisation et donc il faut mettre l'entreprise et le salarié ensemble pour travailler l'employabilité. Sylvain Maillard, je pose une question. Alors, je mets un peu les pieds dans le plat parce que ce qui repose la question du fléchage de ces formations. Est-ce que l'État est trop généreux ? C'est-à-dire qu'on dépense des milliards d'euros et vous avez porté la philosophie, vous la portez encore. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réfléchir, je le redis, à des secteurs clés, à des secteurs en transition où on dit, là, on met plus le paquet en laissant peut-être de côté d'autres éléments ou en insistant sur les soft skills ? Tous les invités qui viennent sur ce plateau nous parlent des soft skills, c'est-à-dire le savoir-être, la manière dont on se comporte, la manière dont on s'exprime. Ça, ce n'est pas pris du tout en charge par France Compétences. Deux choses. D'abord, dire évidemment, l'idée, quand on a porté cette loi, c'est de construire un dialogue social au sein de l'entreprise et de co-construire. Vous arrivez avec votre compte personnel de formation et vous demandez un abondement à votre entreprise et co-construire ensemble. C'est au contraire, ça, c'est intéressant. L'idée, c'est de promouvoir le dialogue social au sein de l'entreprise. J'apporte une partie de mon CPF ou tout mon CPF et l'entreprise apporte tant en plus parce que la formation intéresse l'un et l'autre. Mais c'est une co-construction. D'accord. C'est ça l'idée que nous portions. Et sur la question plus précise, oui, il va falloir orienter les financements vers probablement les secteurs ou en tout cas les formations qui sont les plus impactantes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on voit ? Vous allez dans n'importe quelle entreprise à l'heure actuelle, tout le monde charge du monde. Tout le monde charge du monde et en même temps, même si on a évidemment une grosse baisse du chômage et on va continuer, on voit bien qu'il y a une partie des chômeurs qui sont éloignés de l'emploi, L'offre ne rencontre pas la demande. de ce qu'il faut faire. Vous parliez des soft skills, vous avez tout à fait raison là-dessus. Il y a des enseignements de base qui sont très éloignés d'une partie de nos demandeurs d'emploi, de comportemental même, de savoir... Donc non seulement il y a de la formation à faire, vous portez l'anglais et d'autres formations qui sont indispensables dans bon nombre d'emplois, mais aussi de formation, d'adaptation, de passer d'un poste à l'autre, et puis aussi
moi je pense que la formation professionnelle est un bon moyen de fidéliser, vous l'avez dit, dans l'entreprise. C'est qu'au fond, l'entreprise investit en moi, investit dans mon évolution. Je veux changer de carrière au sein d'une entreprise, et tant mieux, c'est comme ça qu'on va garder. Je ne veux pas passer du coq à l'âne, mais le sujet est intimement lié. Projet de loi sur l'assurance chômage qui a été voté à l'Assemblée nationale, dans lequel il y avait les VAE, on le traitera sur ce plateau. Il y a un débat sur les demandeurs d'emploi, parce qu'eux ont un grand besoin, lorsqu'ils arrivent à Pôle emploi, et ils le réclament, d'être accompagnés en anglais. Comment ça se passe ? Ils peuvent utiliser, s'ils avaient la chance d'avoir un CPF doté, d'utiliser le CPF tout en étant demandeur d'emploi. Comment ça marche ? C'est un public qui est essentiel. Essentiel. Non mais je vous vois embarrassé sur Non, mais là, je suis embarrassé parce que Pôle emploi ne s'est pas formé à l'anglais du tout. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, ils forment dans des salles de 15 personnes avec des appels d'offres et je suis à 6 € de l'heure et puis si tu ne l'as pas, si tu n'es pas à 5,50 € de l'heure, c'est juste de tout et n'importe quoi. Donc c'est une formation inutile. Telle qu'elle est achetée aujourd'hui, depuis que Pôle emploi achète des formations d'anglais en masse, oui. Vous parliez aussi des seniors, non, je pense que c'est intéressant. Mais seniors demandeurs d'emploi d'ailleurs. Nous, on pense qu'effectivement, il y a le projet de loi sur la retraite et notamment les évolutions sociologiques. Et aussi, moi j'insiste sur le fait qu'on a un danger compétence dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des départs à la retraite massifs, on a des gens qui partent rapidement et donc on n'a pas d'ancrage compétences qui permettent à l'entreprise de gagner en productivité. Je rappelle que suite à la crise Covid, les entreprises ont perdu en productivité. Aujourd'hui, chaque point de croissance, si tant est qu'il y en ait, est beaucoup plus gourmand en emploi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de ce capital compétences que sont les seniors. Et donc moi je considère... Le sujet est sur la table là quand même. On pourrait dire qu'on fait un CPF senior où il y a un abondement spécifique pour que, pour le coup, on en discutait avec Jonathan tout à l'heure, les entreprises ne sont pas forcément favorables à dire allez-y, formez-vous. C'est une des pistes évoquées. Mais il faut que les seniors restent formés et leurs compétences qui évoluent rapidement. Aujourd'hui, on sait que des compétences techniques, elles ont une durée de vie de 2 à 3 ans. C'est pour ça que parfois moins quand c'est la tech. Donc il va falloir, quand vous embauchez un marketeur digital, si vous ne le formez pas au bout de 2 ans, il est perdu. Donc il faut qu'on puisse donner les moyens à ces seniors de rester dans l'entreprise. Ouais. Je peux rebondir. Mais réponse importante, Sylvain Maillard, parce que je remets juste le chiffre de France Compétences avec un déficit qui est très important. Et donc il faut repenser peut-être la stratégie ou la ventilation de l'enveloppe. Vous savez quoi ? Je vais vous renvoyer la balle. Je crois que les formations, il va falloir aussi, même s'il y a beaucoup d'évolution, il va falloir continuer à évoluer. Nos seniors, certains sont à 55, 56, 57 ans, n'ont pas envie de retourner dans une salle de classe. Clairement. Parce que parfois, ils ont eu un passé qui fait qu'ils n'ont pas envie d'une salle de classe. Comment inventer les nouvelles formations ? Il y en a déjà sur le marché, les nouvelles formations. Vous l'avez dit, vous n'étiez pas d'accord sur ce qu'on fait sur l'anglais. Je ne suis pas loin de partager ce que vous dites, mais comment on invente pour redonner envie aux seniors, parce que ce n'est pas uniquement le système qui ne fonctionne pas, c'est l'appétence des seniors qui ont le compte personnel de formation, qui ne veulent pas aller en formation. C'est même la qualité de la formation. Donc c'est la qualité, ou bien, tout simplement, beaucoup d'entre eux n'ont pas envie d'être dans une salle de classe, et on peut l'entendre. Il faut inventer d'autres façons d'apprendre. Nous, on en invente. La balle est chez vous, là. Il faut réécrire les formations. Mais on les a réécrites depuis longtemps. Vous savez que notre secteur a tellement été bousculé, chambardé par toutes ces réformes qu'on s'est beaucoup réinventé. Bien sûr, il y a du digital learning, mais c'est pas la réponse à tout, parce qu'on sait que quelqu'un tout seul devant un écran, il a 90% de chances de ne pas aller au bout de sa formation. Par exemple, nous chez Comundi, on a inventé des formations, des digital learning trips, où à partir d'un projet de quelqu'un, on va le promener dans différentes entreprises, il va se confronter à ce qui se fait ailleurs pour pouvoir faire sa propre philosophie de ce qui pourrait marcher chez lui. Typiquement, c'est des formations qui ne sont pas en salle de classe, qui confrontent les expertises et les pairs, très concrètes, et qui donnent des résultats. Pour les langues, je m'autorise, je parle à votre place, mais il y a quand même le distanciel qui marche plutôt pas mal. Pour des cadres, on prend 1 heure, on échange avec quelqu'un en allemand, en anglais dans votre cas, et là on progresse. Mais il faut quand même de l'humain quand même. Il faut de l'humain, il faut de la structure, on a des cours et des profs de qualité. Et des profs de qualité. Et surtout, nous on le voit dans les langues, on nous dit quand on a 55 ans on ne peut plus apprendre l'anglais. C'est absolument pas ce qu'on constate dans nos sens. Vous dites l'inverse, on peut continuer, à part le chinois que je mets de côté. Même le chinois, 55 ans, j'ai quelques doutes. Ah non, mais c'est une histoire de pratique et de savoir si le cours est bien enseigné, s'il y a une préparation de cours, s'il y a un cours avec le professeur après la préparation, si c'est structuré, si c'est suivi par un coach qui suit derrière et qui vérifie que la personne progresse. Il n'y a pas de notion d'âge. Sylvain Maillard. Il y a un salarié motivé aussi. Oui, je suis d'accord. La motivation, elle fait partie de tout.
qu'il ait envie. Il faut qu'il ait envie. Apprendre, cette demande un processus intellectuel et une volonté assez forte, quel que soit l'apprentissage. Et il faut donner, nous on donne les outils, l'État il est là pour donner les outils. Mais après, c'est aussi à chacun de donner du sens, c'est à vous. Si aux acteurs, en réalité, on vous a donné un outil, et c'est à vous de vous en saisir pleinement pour finalement, cette mission nationale est extrêmement importante de nous former, tout au long de la vie. Est-ce que l'État, je vous repose la question, parce que ça c'est un élément sur lequel vous êtes en train d'observer le sujet, il y a une manne financière importante, France Compétences a des difficultés. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir, non pas à une suppression du CPF, vous nous avez rassuré, mais à une réorganisation, à une reventilation? Vous en êtes tout sur ces sujets-là? Par exemple, la formation macramé ne sera plus remboursée. Vous voyez, je suis oui, dans l'extrême. Chef d'entreprise d'entreprise macramé, oui, à un moment, il y avait tout qui a été formé. Un reste à charge pour le salarié pour avoir une formation de qualité? On peut y réfléchir. On va voir. Il y a plusieurs options à l'heure actuelle. Nous, l'idée, c'est de garder le plus ouvert possible. Je vais vous donner juste un exemple. Le temps de lancer une formation sur un domaine très précis, ça peut d'identifier qu'il y a un besoin, d'identifier les personnes qui veulent porter, prend du temps. On voit bien que dans l'informatique, par exemple, à quel point ça change très vite, l'encryptement, enfin, il y a plein de nouvelles technologies sur lesquelles il faut aller très vite. Moi, je suis pour qu'on garde cette souplesse. Il faut mieux se tromper dans une formation que de ne pas faire de formation. Donc, comment on garde une souplesse tout en n'étant pas trop dispendieux et de faire en sorte que la formation doit apporter un plus, y compris productivité, y compris employabilité, de faire en sorte que y ait un retour, un ROI, un retour sur investissement, très clairement, puisque l'État met de l'argent et le salarié s'investit, il faut que derrière, il puisse y avoir de l'emploi et surtout, au-delà de ça, de la compétence acquise et reconnue. Dernier mot en 30 secondes. Un reste à charge des salariés, parce que certains disent, moi j'ai 5000, mais c'est pas suffisant pour faire la formation que je fais. Il y en a plein qui le font. Juste dire sur la réactivité des entreprises de formation, nous, quand on dépose un dossier à France Compétences pour avoir une certification, c'est plus de 7 mois qu'il faut attendre. Donc nous, on veut bien être réactifs, mais si France Compétences derrière nous fait attendre 7 mois, effectivement, il y a des trains qui passent. Mais oui, mais quand on a un déficit aussi important, et voilà. Attends, juste, je vais dire un mot. Vous entrez à la fin du débat dans le sujet de fond. Non. Délai de certification et difficultés financières. France Compétences, on a inventé France Compétences 2018 qui s'est mis en place, qui a tout réformé. Je pense à l'apprentissage, les coûts-contrats, avec une équipe extrêmement motivée. Il y a le Covid. Enfin, voilà, très concrètement, on savait que ce serait compliqué à mettre en place, mais regardons aussi tout ce qui marche. Tout ce qui a changé dans la formation professionnelle depuis 3 ans, malgré le Covid. Et donc, regardons tout ce qu'on a fait. Je sais qu'en France, on aime bien regarder tout ce qui ne va pas. Moi, c'est mon travail aussi de trouver des solutions. Mais regardons tout ce qui a marché et tout ce qu'on a changé. Et maintenant, continuons à construire. On est tous d'accord autour de cette table sur ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut le mettre en place. Vous êtes parlé... Non, je suis désolé. Je suis absolument confus. Le débat est malheureusement terminé parce que là, on partait sur le gros du sujet. On reviendra. Mais oui, vous avez attendu la fin de ce débat. Merci Claire Pascal pour la passion que vous mettez évidemment. Vous êtes à la tête de Commundi et puis évidemment au sein des acteurs de la compétence très engagés sur ces sujets. Merci à Sylvain Maillard, député La Renaissance de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale et puis on l'a vu spécialiste de ces sujets, et Nathaniel Wright, le directeur général de Walsall English. Et voilà, je voulais que vous le disiez vous-même. Merci à vous trois. On termine justement avec Julien Breuil sur les démissions précoces. Vous venez de soulever le sujet, ces cadres qui rentrent dans une entreprise et qui la quittent au bout d'1 an et demi sans trop qu'on sache pourquoi. C'est un vrai sujet qui impacte les chefs d'entreprise. C'est Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Pas la grande démission, mais la démission précoce. On l'a évoqué il y a quelques instants dans notre débat. Ces cadres qui rentrent dans une entreprise, puis rapidement la quittent. Et c'est vrai que ça suscite quand même quelques interrogations. Julien Breuil est avec nous, comme chaque semaine. Bonjour Julien, directeur relations entreprises au groupe EDC Business School. Vous êtes penché sur ce sujet, Julien, de cette démission précoce. Alors, c'est quoi comment on peut l'expliquer? C'est lié au contexte, je dirais, Covid, exogène, ou c'est lié à des difficultés que vivent les cadres dans l'entreprise? Alors, je pense que la démission en tant que telle, elle est liée à un phénomène conjoncturel qui a d'ailleurs été très bien mesuré, c'est-à-dire qu'on est sur un marché de l'emploi qui est dynamique, donc les personnes, les cadres notamment, ont plus tendance à démissionner. Je donne 2 chiffres qui corroborent mes propos. 2009, 5% de turnover. 2018, voire 2022, 9% de turnover des cadres. Donc on voit bien que, effectivement, la démission en tant que telle, elle est plutôt liée à un contexte économique. En revanche, la démission précoce, elle peut avoir un lien
avec le contexte économique, c'est-à-dire qu'on se dit de toute façon si je démissionne, soit j'ai déjà quelque chose, soit je vais forcément retrouver. Le marché est bon. Le marché est bon, mais pas uniquement, c'est aussi une question d'intégration dans l'entreprise, de la manière dont ça se passe, quelque part de l'adéquation entre mon profil et la culture de l'entreprise, ou en tout cas ce qu'on me propose. Julien, démission précoce, est-ce qu'on peut y voir aussi un lien générationnel ? Alors, indiscutablement, il y a un lien générationnel. De toute façon, pour tout ce qui concerne la mobilité, il y a un lien générationnel. Puisque, en fait, si on regarde les personnes qui ont démissionné au cours des 2 ans, ce qu'on avait appelé une démission relativement précoce, 22% des cadres ont démissionné au cours des 2 dernières années. Si on analyse ça sur 10 ans, ce chiffre monte à 42% chez les moins de 35 ans. On va voir les chiffres, d'ailleurs. 22% des cadres ont démissionné en moins de 2 ans. Oui. Ça, sur un trend de long, c'est une augmentation ou c'est un chiffre traditionnel ? Alors, sur 10 ans, je n'ai pas forcément l'augmentation. On voit bien qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il y a une mobilité quand même qui s'accélère. Après, je pense que ce qu'il faut mettre en parallèle, c'est ce 22% sur une période de 2 ans et le temps moyen qu'un cadre passe effectivement dans son entreprise ou sur un même poste. On sait qu'en moyenne, un cadre, il passe à peu près 5 ans sur un poste. Donc on voit bien que si un cadre n'y passe que 2 ans, on est vraiment sur une mobilité qui est assez rapide, sachant que moi, à titre personnel, je dis toujours, quand on intègre une entreprise, il y a un cycle. Première année, on découvre. D'ailleurs, la période d'essai d'un cadre, elle est souvent de 4 mois, reconductible une fois, ça fait 8 mois. Deuxième année, on met en place et on accélère. Troisième année, s'il y a des perspectives, tant mieux. S'il n'y en a pas, on commence à se poser des questions. Dans les chiffres qu'on découvrait tout à l'heure, 12% des cadres ont démissionné pendant leur période d'essai. Alors ça, c'est une indication très forte de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. L'incapacité de l'entreprise à vraiment onboarder, donner la bonne place aux cadres, faire en sorte qu'ils se sentent bien, à l'aise, en confiance. J'allais dire qu'ils se sentent intégrés. Ben ouais. Il y a 2 éléments, à mon avis, qui sont très importants. C'est est-ce qu'aujourd'hui, ce que m'a promis l'entreprise correspond à ce que j'attendais ? Là, on voit que les cadres sont quand même relativement perplexes, puisqu'on s'aperçoit que, je crois, 34% d'entre eux nous disent que la promesse employeur ne correspond pas à ce qu'ils retrouvent dans l'entreprise. Encore une fois, ça remonte à 51% d'un point de vue générationnel pour les moins de 35 ans. Et puis 33% nous disent en parallèle, oui, j'ai démissionné parce que l'intégration que j'ai eue dans mon entreprise ne s'est pas bien passée. Pas bien passé, ça veut dire que ça ne matche pas avec le manager, on n'a pas pu le voir avant. Enfin, tout ça sont des éléments très forts. Il y a plein de raisons. Je pense que l'intégration, elle passe par ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire un parcours d'intégration construit, structuré, qui passe certes par un accueil qui se passe bien avec un ordinateur qui est prêt, mais pas uniquement. C'est-à-dire un parcours où je rencontre les différents interlocuteurs, où je m'imprègne de la culture, où on fait attention à moi, il ne faut pas oublier quand même que dans une démarche, j'allais dire, d'attractivité des talents, même si la personne a postulé, on l'a quand même recruté pour qu'elle nous apporte quelque chose. Donc effectivement, le collaborateur attend qu'on fasse attention à lui dans un premier temps. 46% des cadres déclarent avoir eu un parcours d'intégration et seulement 35% des cadres ont eu un rendez-vous à mi-parcours période d'essai, c'est-à-dire au 4e mois, pour lui dire est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu es heureux, Exactement. Est-ce que tu as besoin de quelque chose. Exactement. Comment ça se passe ? Je rappelle toujours. Livré à lui-même. On parle effectivement à un moment donné d'une période d'essai. Alors la période d'essai, c'est vrai que souvent on dit elle est plutôt favorable à l'entreprise, mais en fait elle est favorable à l'entreprise comme aux collaborateurs. Clairement. C'est un matching. On voit qu'effectivement dans le cadre d'un entretien, c'est aussi de voir comment le collaborateur, en l'occurrence le cadre, s'est intégré dans l'entreprise, quels sont les retours qu'il fait. On parle toujours d'un rapport d'étonnement. Si on analyse les chiffres à l'envers, 66% des cadres à peu près, 2 tiers, n'ont pas eu d'entretien de mi-parcours. Et là, effectivement, ça pose quand même question sur la manière dont on intègre à la fois le profil, les compétences vis-à-vis d'une évolution de l'entreprise et de son mode de fonctionnement. Les fiançailles avant le mariage, c'est un peu ça la période d'essai. C'est un peu ça. Mais c'est vrai, c'est un peu clairement. ça. Il faut que ça matche et que ça colle entre l'entreprise et celui qui va s'y intégrer pour le plus longtemps possible. Merci de nous avoir éclairé sur ce marché de l'emploi qui est quand même assez mouvant et assez complexe. Oui, qui est très mouvant, les profils évoluent, le marché de l'emploi est très dynamique, mais il évolue également très rapidement avec des indicateurs, on le voit, qui sont eux-mêmes très mouvants. Donc, beaucoup de choses à raconter sur ce marché de l'emploi. Eh bien, vous allez revenir. Merci Julien Breuil, directeur Relations Entreprises, Groupe EDC Business School. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat. Et merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos réactions et votre fidélité. À demain. Bye bye.